Bienvenue à toutes et à tous pour ce 8e épisode de mes causeries au coin du web. En lien avec plusieurs questions de mes lecteurs et lectrices, la séance d'aujourd'hui portera sur le thème pragmatisme américain et management. Alors, je vais m'efforcer d'aborder d'aborder précisément trois questions. Tout d'abord, qu'est-ce que le pragmatisme américain? Comment situer ce courant philosophique dans l'histoire de la philosophie américaine? Quel lien entre le pragmatisme et la grande rencontre management digital décrite dans le livre Apocalypse managériale? Et enfin, pour revenir sur une des thèses centrales de cet ouvrage, je vais me demander si le pragmatisme a contribué ou contribue à la perte de profondeur au cœur du livre. Alors, tout d'abord, j'aimerais m'interroger sur ce qu'est le pragmatisme et le mettre en perspective avec l'histoire de la philosophie américaine. Et si on met les choses en perspective, il faut faire commencer cette histoire par le courant dit transcendentaliste. C'est vraiment le début de cette philosophie américaine, avec des philosophes comme Emerson et Thoreau notamment, qui ont fortement valorisé une pensée américaine de l'ordinaire, du quotidien. Alors, il s'agit d'une philosophie à proprement parler américaine, avec une volonté américaine, et c'est particulièrement évident si on a en tête ce texte très connu, ce discours très connu de Ralph Waldo Emerson, American Scholar, dans lequel il exprime une véritable déclaration d'indépendance intellectuelle américaine, notamment par rapport à toutes les traditions européennes. Voilà, pour ce qu'il voit comme une grande nation, pas encore complètement formée, pas encore complètement soudée. Il faut un soubassement intellectuel propre, et donc il faut une philosophie propre. Et on va trouver dans ce transcendantalisme américain beaucoup de discussions autour de la nature, de la self-reliance. Cette nouvelle nation a besoin de confiance en elle. Beaucoup de réflexions, d'ailleurs, à caractère théologique, souvent théologique, avec la transcendance, etc. Par bien des aspects, le pragmatisme américain s'inscrit et en continuité et en discontinuité. En continuité parce que voilà, ce thème de l'ordinaire va se retrouver de multiples façons. Et puis, évidemment, en forte discontinuité, parce que ce courant ne sera pas du tout transcendentaliste, mais sera plus un courant immanent à regarder le réel dans son process, dans son devenir, par l'intérieur. Ce pragmatisme se développe juste après la guerre civile américaine, donc après une grande fracture. Il y a évidemment un caractère politique de ce point de vue-là à cette philosophie, qui est aussi une philosophie de la communalisation de la communauté d'enquête. Si on va déjà jusqu'à Dewey, et on ne peut pas comprendre l'importance et même la nécessité de cette philosophie si on n'a pas en tête ce que sont les États-Unis politiquement, institutionnellement, au moment où se développe et se prolonge cette philosophie. Les pragmatistes classiques sont connus, James, Peirce, Dewey, Mead, voilà, pour évoquer le noyau dur et historique de ce courant philosophique. Et je le disais tout en insistant à leur tour sur l'ordinaire, et il y a des continuités reconnues entre le transcendantalisme et le pragmatisme, notamment et très fortement dans plusieurs écrits de William James. Les pragmatistes américains construisent une pensée de l'activité et du signe qui sera fortement conséquentialiste et processuelle. Le monde n'est pas, il devient. Ce qui est important sont principalement les conséquences de l'activité qui sont au cœur notamment de l'évaluation. Alors, Dewey, notamment, élabore une pensée très riche sur de nombreux thèmes
à savoir l'éducation comme une pratique à une expérimentation, la valeur et l'évaluation. Une très belle théorie de l'évaluation, très intéressante pour le management. Dans les travaux de Dewey, une réflexion sur l'enquête et les communautés d'enquête, une vision de la communalisation, également très, très intéressante, d'un point de vue politique et managérial, la démocratie ou encore l'art comme expérience. Le pragmatisme connaît un âge d'or, on pourrait dire jusqu'aux années 50, avant d'être plutôt éclipsé par la philosophie analytique. Et je pense que ça s'explique aussi assez bien contextuellement, et de connaître une forme de retour en grâce dans les années 2000. On va retrouver des éléments pragmatistes, notamment dans la vie et la politique de Barack Obama, l'éducation de ses enfants, un certain nombre, donc lui dans des écoles du oui, certains éléments de cette politique et de sa vision, notamment de l'éducation. Alors, quel lien entre le pragmatisme et la grande rencontre? Ça, c'est une question très intéressante et plus spécifique au livre. Ça a été pour moi une vraie surprise de découvrir que, tout d'abord, les éléments du couple que j'évoque sont très liés au pragmatisme et à l'histoire que je propose dans le livre, au récit que je propose dans le livre, une histoire très américaine. Tout d'abord, les liens avec le pragmatisme, certes très étonnants, sont réels. Je fais plusieurs découvertes particulièrement étonnantes sur des filiations, des continuités, que ce soit dans le cas de la fondation de Massy, donc, qui a été le grand organisateur des conférences qui sont au cœur du moment cybernétique. J'ai été l'empreinte, j'ai été surpris de découvrir l'empreinte de John Dewey, qui a été membre du conseil d'administration, un des directeurs de la fondation de Massy, un moment clé dans l'histoire de la cybernétique, est un héritier de John Dewey. Les pratiques même des conférences qui sont organisées par Massy, en particulier Frank Fremont Smith, sont extrêmement empreintes de pragmatisme, d'interdisciplinarité, d'expérimentalité dans l'esprit du pragmatisme. J'ai retrouvé cette filiation dans la cybernétique elle-même comme technique. Il y a une pensée technique, notamment chez Dewey, dont on trouve une certaine empreinte, au-delà de la présence de Bergson, qu'on trouve notamment très explicitement, et ça c'est connu, dans le premier chapitre de son livre de 1948, dans l'ouvrage de Wiener de 1948. Bien au-delà de ça, il y a des empreintes que j'ai été surpris de découvrir ou redécouvrir. Et puis, plus philosophiquement, la cybernétique comme philosophie ou pseudo-philosophie est aussi marquée par le pragmatisme américain. Voilà, puis de façon plus anecdotique, j'ai été surpris de découvrir à quel point, tout particulièrement Norbert Wiener, est marqué par le pragmatisme. Il a assisté à des cours de John Dewey, il l'a lu de façon très serrée dans le texte. Il y a des éléments théoriques, conceptuels autour de la rétroaction qui sont extrêmement conséquentialistes, en tout cas sur leur point d'origine, leur réflexion d'origine. Les liens avec le management sont également marqués. Et le management, l'autre élément de mon couple, est également très marqué par le pragmatisme américain, que ce soit la pensée comme les pratiques managériales d'avant-guerre, de guerre et d'après-guerre. Il y a des liens avec une certaine vision expérimentale, démocratique, qu'on va retrouver dans des méthodes de management. Plusieurs méthodes de management, quand on s'intéresse à leur historiographie, sont marquées, influencées, nourries, inspirées par des éléments du pragmatisme américain. Et puis, un certain nombre d'écrits de la pensée managériale américaine, Follett, et j'évoque aussi un certain nombre d'autres auteurs dans mon ouvrage, sont évidemment des pragmatistes ou influencés à des degrés divers par du pragmatisme américain. Au-delà de ça, je trouve ce point tout aussi intéressant, les événements même de la grande rencontre. J'insiste souvent sur ça.
Ce n'est pas Bonnie et Clyde qui se sont rencontrés, c'est une rencontre et des événements de rencontre qui ont fait Bonnie et Clyde. Eh bien, les événements de la rencontre sont très pragmatistes, en particulier par leur caractère expérimental, par leur caractère ouvert, par un certain nombre de réflexions politiques qu'on va retrouver dans les événements de la rencontre, que ce soit sur des événements avant, pendant ou après la mobilisation industrielle. Très étrangement, cet héritage ou cette dette philosophique ont tous deux été relativement effacés des historiographies du management ou des historiographies de la cybernétique, ou plus généralement de la digitalité. Ce point étonnant, il mérite vraiment qu'on s'y intéresse et qu'on se pose la question du pourquoi. Alors, dernière question que je souhaite traiter aujourd'hui, le pragmatisme a-t-il une responsabilité dans la perte de profondeur? Cette question importante, je pense, que je soulève dans mon livre Apocalypse managérial. Pour faire une réponse claire, non. Ni par son histoire, ni par son contenu philosophique, en tout cas si on le prend dans sa totalité, si on prend tout le corpus pragmatiste, si on le prend dans sa totalité. Néanmoins, on pourrait dire que la communalisation en avant, qu'on trouve souvent dans les écrits pragmatistes, notamment dans les écrits de John Dewey ou d'un certain nombre de ses successeurs aux États-Unis. Loin des fractures du passé, à laquelle est souvent réduite une vision du pragmatisme, il y a un certain nombre d'éléments qui ont peut-être contribué très indirectement à ce dévoiement, en tout cas des interprétations peut-être trop resserrées et uniquement resserrées sur cette communalisation en avant et un oubli dans l'épaisseur du présent, un oubli au-delà du saut en avant, d'une vision trop purement conséquentialiste, un oubli dans cette épaisseur, dans cette résonance du passé et des fractures du passé. Je pense que, voilà, évidemment, si on regarde de près les écrits de John Dewey dans leur totalité, il y a des nuances qui ne sont pas celles-ci, mais peut-être que certaines hésitations de Dewey, qui ont relativement disparu après la Première Guerre mondiale sur la place de l'histoire et de la mémoire dans sa réflexion et dans sa propre métaphysique, certaines hésitations de Dewey qu'on retrouve dans certains de ses textes n'ont pas aidé. Mais in fine, pour moi c'est plus important de ce que j'aimerais dire aujourd'hui, les réexprimés de l'événement américain manquent cruellement en fait d'un pragmatisme authentique et de ce nouveau libéralisme qu'appelle de ses voeux John Dewey. Donc pour être encore plus clair, c'est plus une vulgate pragmatiste qui a contribué à la perte d'épaisseur du présent et à cette question de la profondeur que j'évoque dans le livre, qu'un pragmatisme authentique. Voilà, et avant de vous quitter, j'aimerais inviter mes lecteurs et mes lectrices qui seraient intéressés par approfondir cette question du pragmatisme américain et son rôle dans l'histoire que j'ai écrite, à explorer certains livres que j'ai trouvés à titre personnel très intéressants, qui m'ont beaucoup aidé. The Oxford Handbook of American Philosophy, pour avoir une vision plan large sur cette question de la philo américaine, et ensuite plus spécifiquement du pragmatisme américain. Deux livres importants, parce qu'encore une fois, je pense que dans l'événement américain, la philosophie américaine, et l'histoire que j'essaye de raconter, le transcendantalisme américain est loin d'être anecdotique, et j'invite tout particulièrement mes lecteurs et mes lectrices à explorer les deux handbooks qui sont sous leurs yeux, le premier étant un peu plus historique, le second peut-être un peu plus philosophique, mais les deux ont été très, très utiles pour décanter la question. Le livre séminal, évidemment, de William James, et d'autres livres plus généraux sur le pragmatisme américain, Pragmatism, an American Experience, très intéressant aussi pour articuler la question du pragmatisme à cette question de l'américanité que j'ai essayé d'attraper subtilement dans le livre, au-delà de
de l'idée que certaines cultures américaines seraient alliées strictement au pragmatisme dit américain. Je pense que j'ai essayé d'avoir un argument plus nuancé que cela. The Cambridge Companion to Pragmatism, très intéressant aussi pour couvrir les classiques et au-delà. Très important, en tout cas pour mon livre, un ouvrage qui a été une découverte, Dewey and the Ancients, voilà, pour comprendre le lien entre la philosophie pragmatisme, en tout cas celle de Dewey, et la philosophie grecque. Je pense que ce point est extrêmement important, sans en dire trop, sans trop en dévoiler. Et puis évidemment, un ouvrage extrêmement intéressant, Pragmatism and Organization Studies de Philippe Lorinou, très intéressant, tout particulièrement pour mes lecteurs et lectrices intéressés par les questions organisationnelles, managériales et des questions de théorie des organisations. Voilà, je vous remercie pour votre patience. Je vous remercie d'avoir suivi ce 8e épisode de mes causeries au coin du web. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos questions à l'adresse devojani@dauphine.fr. Merci.